Mandat de député. Quand on voit l'Assemblée nationale d'aujourd'hui, on s'est dit qu'il faudrait un peu plus d'Olivier Marleix pour respecter le mandat de député. Et Christophe Bex, une unanimité dans les réactions. Plusieurs députés de gauche notamment ont commencé leur intervention en saluant sa mémoire sur tous les bancs. Il y avait un grand respect pour ce député. Tout à fait, ce fut un moment très fort et à l'écoute du discours de la présidente, je me suis aperçu qu'Olivier Marleix, il vivait, il respirait la politique depuis son plus jeune âge et que le Parlement a perdu il y a 4 mois un homme éminemment très respectable et respecté sur tous les bancs de l'Assemblée, et que je tiens à renouveler mes condoléances à la famille suite à ce drame, et que la France, le Parlement a perdu une grande figure et qui est resté fidèle à ses valeurs et fidèle à sa famille politique, les Républicains. Et on voit que sur tous les bancs, l'hommage a été rendu. On va parler à présent de la séance et des thèmes, puisque vous êtes tous les deux membres de la commission défense. C'est un thème qui a occupé les députés, puisque certains sont revenus sur les propos du chef d'état-major des armées qui avait dit qu'il fallait se préparer parfois à perdre nos enfants. Écoutez la réponse de la ministre des Armées. Alors le chef d'état-major des armées s'est exprimé mardi dernier au Congrès des maires. Le Congrès des maires, c'est justement l'expression du lien entre les armées et la nation. Malheureusement, un mot sorti de ce contexte a fait polémique. Ce qui est extrêmement important, c'est que face à cette menace, nous ayons capacité à rester à la fois lucides et unis. Et c'est d'ailleurs ce qu'a rappelé le président de la République, chef des armées, ce matin, en rappelant à l'ensemble des Français qu'il n'est aucunement question d'envoyer nos jeunes en Ukraine. Christophe Bex, c'est votre groupe parlementaire qui avait interpellé sur ces propos. Vous voyez dans le fait qu'Emmanuel Macron ce matin ait dit qu'il ne s'agit pas d'envoyer nos enfants en Ukraine, une rectification de ce qu'a dit le chef d'état-major des armées? Oui, on voit une inflexion du président de la République suite à la déclaration du chef d'état-major des armées lors du Congrès des maires, devant des maires qui ont été ébahis que le chef d'état-major puisse tenir ses propos, parce qu'on rappelle quand même que le chef d'état-major, on va dire le militaire, est au service du politique, et le chef des armées avant tout c'est le président de la République, et il doit y avoir un débat au sein de l'Assemblée nationale. Donc il est sorti de son rôle, et c'est ça que nous avons pointé du doigt, et l'intervention de mon collègue Bastien Lachaud l'a bien pointé aujourd'hui de la question du gouvernement. François Cormier-Bouligeon, quand vous avez entendu le président de la République préciser les propos sur les Français qui pourraient être amenés à être envoyés en Ukraine, vous y avez senti une correction de ce qu'a dit le chef d'état-major? Non, absolument pas, parce que le chef d'état-major ne fait que dire ce que dit le président de la République, chef des armées depuis plusieurs mois, ce qu'a dit Sébastien Lecornu quand il était lui-même ministre des Armées. Moi, je suis en désaccord avec mon collègue Christophe Bex, parce que les maires du Cher qui assistaient au discours du chef d'état-major m'ont au contraire parlé d'un grand moment de solennité et de prise de conscience. Pourquoi? Parce que, au fond, ce qui est en jeu, c'est le durcissement de notre nation, l'affirmation de notre puissance face à la menace que représente M. Poutine et son armée. Et certains disent même qu'il avait été invité par l'Association des maires de France pour cela, pour alerter. Sûr. En réalité, de quoi avons-nous besoin aujourd'hui face à la menace que représente l'empire belliqueux russe de M. Poutine? Nous avons besoin de renforcer nos armées. Et c'est ce que nous faisons à travers les lois de programmation militaire que nous votons à l'Assemblée. Et c'est important d'avoir un budget pour 2026 parce que nous prévoyons une surmarge de 6,7 milliards dans cette loi de financement. Mais aussi, nous voulons renforcer le lien entre l'armée et la nation, c'est-à-dire renforcer la force d'âme de notre pays, parce que nous avons besoin d'opposer à M. Poutine la puissance française pour justement préserver la paix sur le continent européen et en France. Christophe Bex, beaucoup disent aussi ces propos, on en a beaucoup parlé, ils ont été commentés, mais beaucoup les tiennent en commission défense, le chef d'état-major des armées, son prédécesseur et des experts qui alertent sur une menace d'ici 2-3 ans que la France soit amenée à participer plus ou moins directement à un conflit armé. Alors c'est vrai qu'il y a une inquiétude, mais que nous on dit, et on le répète, que chacun doit être à sa place, chacun doit être dans son rôle. Et le président de la République, c'est à lui, il va s'exprimer, je pense, jeudi sur une chaîne de vos confrères, et que c'est à lui de s'adresser à la nation, et après c'est au Parlement
de s'emparer de cette question qui est quand même pas une question anodine. On parle de souveraineté nationale, on parle de défense nationale face à l'empire de la Fédération russe. Et donc c'est pas au chef d'état-major des armées. Chacun doit être à sa place pour être chacun après à son poste. Et le président de la République va s'exprimer jeudi sur un service militaire volontaire. Il va redire ce qu'il entend. Là, voilà, on ouvre une séquence, comme on le dit dans le jargon un peu médiatique, sur cette question de la menace, de la préparation et de l'armée française. Et pardon, depuis 2017, nous préparons la France et son armée. Au fond, avec cette polémique artificielle créée par l'extrême gauche et l'extrême droite, eh bien, nous voyons que la France insoumise et le Rassemblement national tombent volontairement ou involontairement, je n'en sais rien, dans le piège tendu par M. Poutine d'essayer de diviser la France. Eh bien, nous voulons rassembler la France, la rassembler derrière ses armées et la rassembler pour vraiment faire en sorte que nous soyons forts face à la menace pour éviter que cette menace ne se concrétise. Vous savez, je suis allé en Estonie auprès de nos forces, en Pologne, en Roumanie. Tous les pays d'Europe orientale connaissent le risque russe, s'y préparent. Il est temps que nous-mêmes nous le fassions. Vous accusez peut-être le gouvernement d'accentuer la menace, mais est-ce qu'il n'y a pas une partie qui la sous-estime justement, cette menace russe? C'est pas une polémique, ce qu'on a rappelé, et on n'est pas l'extrême gauche. Juste rappeler quand même, on ne sous-estime pas la menace, mais je pense que en tant que représentant du peuple, en tant qu'élu du peuple, c'est à nous de nous emparer de cette question. Donc on va voir les déclarations que va faire Emmanuel Macron dans 2 jours. Mais pour revenir sur le service militaire volontaire, est-ce que vous y êtes favorable? On voit qu'il y a eu plusieurs versions recherchées par le gouvernement. C'était un service national universel de la jeunesse. Là, on s'oriente plus vers quelque chose de plus professionnel, même si ça reste volontaire. Le service national de la jeunesse qui a été abandonné. Après, le service militaire volontaire, pour l'instant, il n'a pas été budgété. On ne sait pas si c'est structurant. Qu'est-ce que ça va impacter sur le budget? Parce qu'on a voté la loi de programmation militaire il y a 1 an. C'était pas à l'ordre du jour. Et je pense que ce genre de décision doit être faite en début de mandat, pas en fin de mandat, parce que c'est quand même quelque chose d'important qui engage. Et nous, la France insoumise, on défend justement la conscription citoyenne obligatoire, qui est un autre volet justement pour justement... En quoi ce serait différent? Qu'est-ce que vous souhaitez chez les insoumis? Obligatoire, et c'est l'ensemble d'une classe d'âge. Ce serait une circonscription qui s'occuperait justement de tout ce qui est situation civile aussi, intéresser la jeunesse à notre souveraineté et tout ce qui, enfin, je voudrais rappeler quand même que nous sommes face à un danger forcément de l'empire russe, mais aussi le changement climatique qui va nous appeler aussi dans les prochaines années à nous mobiliser face à ce danger. On en parle trop peu. François Cormier-Bouligeon, on attend effectivement les précisions du chef de l'État, mais pour vous, oui, il faut former un certain nombre de Français à la chose militaire, alors volontairement, sur un temps restreint, mais pour qu'ils puissent, en cas de nécessité, être opérationnel? Vous savez, moi, déjà, de façon générale, je suis favorable depuis très longtemps à tous les dispositifs qui favorisent l'engagement de notre jeunesse. Nous avons une belle jeunesse française qui est prête à s'engager pour les causes d'écologie, pour les sujets culturels, mais aussi pour les sujets militaires. Nous avons relancé l'école militaire préparatoire technique à Bourges il y a quelques années. Eh bien, je peux vous dire que nous accueillons à Bourges des promotions de plus en plus nombreuses de jeunes qui veulent s'engager dans nos armées et qui, au bout de quelques semaines, ont une culture militaire absolument magnifique et qui se préparent à une carrière de sous-officier. Moi, je crois que c'est important de mettre en place ce service national volontaire, qui peut le plus, peut le moins. Si la France insoumise veut cette conscription généralisée, alors elle votera également pour le service militaire volontaire. En un mot sur ce volontariat, si on en fait un principe, on force personne à s'engager, chacun y va de sa propre volonté. Dans un premier temps, est-ce que ça peut satisfaire des besoins dans l'armée? Alors il faut connaître déjà le périmètre de ce qui va être mis en place, quel budget on va allouer, parce que on voit le SNU ce que ça a donné. Là on fait le service militaire volontaire qui est concerné. On sait que les volontaires, mais comment ça va se dérouler? Est-ce que c'est structurant? Et c'est quelque chose que le Parlement doit s'emparer pour qu'il y ait un débat au sein de l'Assemblée nationale sur ce projet qui va être annoncé dans 2 jours. Alors il sera peut-être question de parler de tout ça lors du débat sur la défense, et je rappelle à tout le monde que pour l'instant il faut peut-être que la France soit dotée d'un budget pour qu'on puisse continuer dans ces projets. C'est le député, le président du groupe UDR qui a parlé de cette question, qui a fait un certain nombre de reproches au Premier ministre, et on a choisi quand même de vous faire réécouter la réponse de Sébastien Lecornu, très offensif contre Éric Ciotti. Je tiens à fixer, au nom de notre groupe parlementaire,
des lignes rouges claires et non négociables. Et la première d'entre elles est aucune augmentation des prélèvements obligatoires sur les particuliers comme les entreprises. N'hésitez pas à en parler en intergroupe avec le groupe du Rassemblement national qui a accompagné lui aussi ce budget avec 35 milliards d'euros supplémentaires d'impôts pour les entreprises sur les ménages. Stop avec le double discours. L'absence de 49.3, Monsieur le Président Ciotti, va permettre la grande clarification. On ne peut pas avoir l'équipe qui va dîner avec les grands patrons pour les rassurer d'un côté, pendant qu'une autre équipe, ici, augmente les impôts sur les particuliers et sur les entreprises. Désormais, cet hémicycle fonctionne à cœur ouvert, en grande transparence. Ceci est un grand moment de clarification, Monsieur le Président Ciotti. Et pour finir, on ne peut pas promettre l'ordre à Nice et le désordre à Paris. On avait donc un Premier ministre qui a repris un courrier d'Éric Ciotti, François Cormier-Bouligeon, pour les soutiens du Premier ministre. On avait le sentiment de jubiler face à sa réponse à Éric Ciotti. Bon, vous savez, si je n'avais pas un profond respect pour notre ancien collègue Olivier Marleix, je dirais qu'en répondant à Éric Ciotti, Sébastien Lecornu a prononcé le deuxième éloge funèbre parce qu'il a mis l'accent sur la démagogie de l'extrême droite. Dans le Berry, on dit grand diseux, petit feuseux, mais eux c'est encore pire. Ils votent le contraire de ce qu'ils annoncent aux Français. Vraiment, ces gens-là sont un danger pour notre pays s'ils parvenaient un jour au pouvoir, parce qu'ils disent aux Français tout ce qu'ils veulent entendre et ils votent le contraire dans l'hémicycle. Christophe Bex, le Premier ministre, il a aussi fait l'éloge de sa méthode en étant le premier depuis un certain nombre d'années à renoncer au 49.3. On a vu des parlementaires très présents, très mobilisés sur la question du budget. On a bien compris que les Insoumis ne partageaient pas grand-chose avec le Premier ministre, mais est-ce que sur cette méthode-là, oui, il y a eu un changement? Alors je tiens déjà à revenir sur les propos de mon collègue et que je rejoins complètement le double discours de l'extrême droite vis-à-vis, surtout qui se font les chantres des classes populaires dans les ruralités. Et des impôts notamment sur les votes. Ils votent tout le contraire de ce qu'ils disent. Ça, c'est à noter. Après, là, on est face à un gros problème. 404 députés qui rejettent et un seul qui vote pour. Là, on est, on va dire, dans une impasse. Et nous, ce qu'on condamne, c'est que Sébastien Lecornu soit Premier ministre. On regrette que les résultats des élections de 2024 n'aient pas été respectés. C'est ça la base quand même de ce qui se passe actuellement au Parlement, c'est que le Premier ministre actuellement est illégitime par rapport aux élections de 2024 qui a donné une avance du NFP. Et nos deux sujets se rejoignent puisqu'on parlait des sujets défense. Sébastien Lecornu va organiser un débat ici à l'Assemblée. C'est quoi la stratégie politique, François Cormier-Bouligeon? C'est d'essayer de montrer qu'il y a une majorité sur certains sujets et à la fin dire aux députés mais pour que tout ça existe, va bien falloir voter le budget. Mais je crois que c'est pas une stratégie, c'est un moment de vérité. Depuis 2022, le pouvoir est revenu à l'Assemblée nationale parce qu'il n'y a plus de fait majoritaire. C'est donc aux députés de prendre leurs responsabilités et prendre ces responsabilités, c'est dire si l'on est oui ou non favorable, par exemple, à une meilleure défense et donc à renforcer les moyens au service de nos armées. Et alors, si on est d'accord avec ça, si on est d'accord avec la loi de programmation militaire, avec la surmarche à 6,7 milliards, alors il faut être cohérent et il faut voter le budget. Moi, j'appelle les députés modérés, responsables, raisonnables, à s'entendre. Le moment de vérité, c'est la deuxième lecture qui va arriver à l'Assemblée nationale. Il faut voter un budget pour la France. Christophe Bex, est-ce que pour vous, faire des votes thématisés sur certaines questions dont on n'a pas parlé dans l'hémicycle, puisque la partie dépenses n'a pas été discutée, est-ce que c'est intéressant ou vous y voyez une manœuvre un peu politique? Non, c'est toujours bien de débattre, mais par contre, nous, ce qu'on condamne, c'est qu'il faut aller chercher des recettes. Et qu'on a rejeté la taxe Zuckman, je veux dire, qui demandait tout simplement que ceux qui gagnent beaucoup, un minimum d'une contribution à 2%, qui est une égalité de traitement, même ça au niveau des recettes. Et on a besoin dans ce pays d'investir. L'investissement, de moderniser notre outil de travail, de meilleures conditions de travail, créer de l'emploi. C'est ça que le pays manque. Tout à l'heure, on va peut-être parler des violences... On en dira un mot à la fin de cette émission. Je vous fais réagir, Christophe Cormier-Bouligeon, parce que finalement, c'est le débat, les oppositions qu'il y a beaucoup. Certains disent, nous, il faut aller chercher des recettes, justement, pour pouvoir compenser les dépenses. L'autre discours, c'est de dire, non, il faut baisser les dépenses et ensuite voir avec l'argent qu'on a
Mais moi, je suis Voilà. très surpris par les propos de mon collègue, parce qu'il a raison. Nos entreprises ont besoin d'investissement. Oui. Et moi, je suis rapporteur budgétaire pour la défense. Mes entreprises de l'industrie défense ont besoin d'investir dans des machines et dans la formation des salariés. Mais la taxe Zuckman est l'ennemi de l'investissement dans les entreprises. Et c'est pour ça que nous l'avons rejetée. Nous avons besoin d'une fiscalité plus juste et plus efficace. Mais la taxe Zuckman, c'est ce qu'il y avait de pire pour l'investissement. Allez, je vous propose de ne pas refaire le débat sur la taxe Zuckman. Vous en parliez, Christophe Bex. Il a été question des violences, de la lutte contre les violences faites aux femmes. Je vous propose d'écouter la ministre Aurore Berger. Zaya avait 27 ans, elle était aide-soignante dans un EHPAD. Elle a été tuée et brûlée par son compagnon dans l'Isère. Elodie avait 50 ans, elle était sans profession, elle a été tuée par son compagnon à Beaucaire. Elle laisse derrière elle 4 enfants. Béatrice avait 56 ans, elle était professeure d'histoire-géographie. Elle a été tuée par son compagnon à Sedan. Elle laisse derrière elle 3 enfants. Mélina avait 45 ans, elle était assistante dentaire. Elle a été tuée par son compagnon en Gironde. Elle laisse derrière elle 2 enfants. Laure avait 32 ans. Elle a été tuée par son compagnon à Besançon. Le seul point commun de ces 5 féminicides, c'est que ce sont 5 femmes, et 5 femmes qui ont prononcé 3 mots, « je te quitte ». 3 femmes qui ont décidé de partir, 3 femmes qui ont décidé d'être libres, 3 femmes qui ont fait un choix dans leur vie. Et dans notre pays, les femmes sont libres, libres de faire tous les choix, mais il y a encore dans notre pays en 2025 des hommes pour considérer qu'elles sont donc leur propriété, leurs droits. Et c'est ça que nous devons réussir collectivement à changer. Christophe Bex, plusieurs groupes ont évoqué cette question. Ça leur tenait à cœur en cette journée. Est-ce qu'il peut y avoir un consensus, des discussions, un compromis sur cette question dans cette Bien Assemblée? sûr qu'il peut y avoir un consensus. C'est la journée. Moi, je voudrais prendre l'exemple d'une association qui est chez moi à Muret, qui s'appelle Du Côté des Femmes, qui cherche tout simplement à avoir un local pour pouvoir accueillir les femmes, les enfants et tout ça. Donc on a besoin justement, et je reviens toujours à cette question, d'un budget pour mettre en accord les discours, les paroles et cette journée avec la réalisation sur le terrain. Il y a un besoin criant. Les féminicides sont en augmentation, les viols sont en augmentation. On a besoin d'investir pour lutter contre ce fléau. François Cormier-Bouligeon, il y a la question du budget. Certains pays ont réussi à faire une forme de révolution. On cite souvent l'Espagne. Nous, en France, on a toujours, jeudi dernier, ce chiffre tragique, 4 féminicides en une seule journée. On a le sentiment que notre pays a du mal à lutter pleinement contre les violences faites contre les femmes. C'est un sujet grave qui me touche personnellement. Et je suis fier d'appartenir, j'allais dire à une majorité, mais finalement à une Assemblée nationale qui, depuis 2017, a pris ce sujet à bras le corps. Nous avons multiplié par 3 le budget du ministère. Nous avons créé 100 maisons de protection de la famille. Nous avons doublé le nombre de places d'urgence de 5 000 à 11 000. Et beaucoup d'associations disent encore que c'est pas suffisant. Le 3919 est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous avons formé 190 000 policiers et gendarmes pour l'accueil des femmes victimes de violences. Et l'an passé, je crois que c'est 200 000 personnes qui ont été interpellées pour des faits de violence. Oui, ce phénomène s'accroît et donc nous devons redoubler d'efforts pour venir en protection des femmes. Oui, nous devons, dans ce pays, enfin respecter toutes les femmes. Un futur projet de loi, ça pourrait être mis rapidement à l'agenda, Christophe Bex? Il faut justement qu'il y ait un projet de loi. Justement, c'est en cours. Mais il faut mettre les moyens en face des paroles. Merci beaucoup, Christophe Bex. Merci François Cormier-Bouligeon d'être venu sur cette séance des